Guerre au Moyen-Orient, pourparlers entre Washington et Téhéran, frappe dans le sud du Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 20 avril, France Info. Guerre au Moyen-Orient, pourparlers entre Washington et Téhéran, frappe dans le sud du Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 20 avril, des négociateurs américains sont en route vers le Pakistan pour y mener des discussions avec l'Iran, qui n'a pas confirmé sa participation. Publié le 20-04-2026 23h34 temps de lecture, 8 minutes. Le vice-président américain J.D. Vance s'adresse à la presse le 10 avril 2026, sur la base militaire d'Andrew, dans le Maryland. Getty Images North America AFP. Donald Trump a affirmé que des négociateurs américains étaient en route vers les Pakistan afin d'y mener des discussions avec l'Iran, lundi 20 avril. Le même jour, il a prévenu qu'il maintiendrait le blocus sur les ports iraniens jusqu'à la conclusion éventuelle d'un accord avec Téhéran. De son côté, l'Iran n'a pas à ce stade de projet pour le prochain cycle de négociations et aucune décision n'a été arrêtée à ce sujet, a fait savoir Téhéran. France Info fait le point sur ce qu'il faut retenir des informations de cette journée. Les prochains pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sont incertains. Des négociateurs américains, emmenés par le vice-président J.D. Vance, sont en route vers le Pakistan pour y mener des discussions avec l'Iran, a affirmé Donald Trump au New York Post lundi. De son côté, l'Iran n'a pas à ce stade de projet pour le prochain cycle de négociations et aucune décision n'a été arrêtée à ce sujet, a fait savoir de son côté le chef de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaei, mettant en doute le sérieux des États-Unis dans le processus diplomatique et invoquant des violations du cessez-le-feu qui expire en théorie dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Téhéran. Donald Trump, qui a multiplié lundi les entretiens téléphoniques avec des journalistes, a par ailleurs dit à l'agence Bloomberg qu'il était très improbable qu'il prolonge le cessez-le-feu prévu pour une durée de 2 semaines. Cet ultimatum expire mercredi soir, heure de Washington, a-t-il encore déclaré. Si les revendications américaines ne sont pas satisfaites d'ici là, beaucoup de bombes exploseront, a dit le président américain, cette fois à la chaîne PBS. Interrogé par la chaîne sur ce qu'il attendait d'un éventuel accord avec Téhéran, il a dit « pas d'armes nucléaires ». C'est très simple. Le trafic maritime est à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct. Depuis le début du blocus, les forces américaines ont notamment ordonné à 27 navires de faire demi-tour ou de retourner vers un port iranien, a fait savoir l'armée américaine lundi. Si des navires semblent avoir obtempéré aux demandes de l'armée américaine, Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social que le porte-conteneur Tuska avait été arraisonné après avoir refusé de s'arrêter. Le président américain a par ailleurs affirmé sur la même plateforme qu'il ne lèverait le blocus américain sur les ports iraniens qu'en cas d'accord avec l'Iran. Le blocus, que nous ne lèverons pas tant qu'il n'y aura pas de deal, est en train de complètement détruire l'Iran. Ils perdent 500 millions de dollars par jour, un chiffre intenable pour eux, même à court terme, a-t-il écrit. Emmanuel Macron a dénoncé lundi une erreur des deux côtés, américains et iraniens, autour du détroit d'Ormuz et appelé tout le monde à revenir au calme. Il est vraisemblable que suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz, en particulier pour tout ce qui touchait l'Iran, les autorités iraniennes ont changé leur position initiale sur la réouverture du détroit. Je pense que c'est une erreur des deux côtés, a déclaré le président français au cours d'une conférence de presse à Gdansk, dans le nord de la Pologne. Il est par ailleurs revenu sur les tirs de semonce dont a fait l'objet un navire de la compagnie française de transport maritime CMA-CGM samedi dans le détroit d'Ormuz. La France n'a pas été prise à partie ou visée spécifiquement par ces tirs, a estimé Emmanuel Macron. Tout ça ne doit pas nous conduire à l'escalade. Tout ça doit nous conduire plutôt à consolider ce qui avait été obtenu vendredi, la réouverture inconditionnelle, sans sélection, sans péage du détroit d'Ormuz, a encore relevé le président français. Israël met en garde les Libanais contre un retour dans le sud depuis l'entrée en vigueur, vendredi, de la trêve entre Israël et le Liban. Des milliers de déplacés ont commencé à regagner certaines localités du sud du Liban. Mais lundi, l'armée israélienne a mis en garde les civils contre tout retour dans des dizaines de villages du sud du Liban, affirmant que les activités du Hezbollah dans cette zone constituaient une violation du cessez-le-feu. Le Hezbollah brisera la ligne jaune de séparation qu'Israël a établie dans le sud du Liban, a assuré de son côté l'un des députés du mouvement. Cette ligne jaune, nous la briserons par la résistance, en faisant valoir notre droit légitime de nous défendre et de défendre notre pays, a déclaré Hassan Fadlallah à l'AFP. Il a redit le rejet du Hezbollah des négociations directes entre Beyrouth et Israël, les premières depuis des décennies, menées sous l'égide de Washington. Il a prévenu que son organisation ne resterait pas les bras croisés devant les violations et les agressions israéliennes.
Le président libanais défend les négociations avec Israël. Le président libanais Joseph Aoun a pour sa part déclaré lundi que les négociations directes avec Israël visaient à faire cesser de manière durable la guerre et l'occupation israélienne dans le sud du Liban, une démarche rejetée par le Hezbollah. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi entre Israël et le Hezbollah, l'agence de presse nationale libanaise a rapporté une frappe israélienne de drones dans le sud, à Kakeya al-Jisr aux abords du fleuve Litani. 6 personnes y ont été blessées, selon le ministère libanais de la Santé. Des tirs d'artillerie israéliens ont été rapportés à Oula, un village à la frontière, selon l'agence, qui a aussi fait état des explosions et de destructions importantes à Mess al-Jabal. L'armée israélienne a déclaré que ses soldats avaient identifié des terroristes, dans les secteurs de Ben Joubei et du Litani, qui violaient les termes du cessez-le-feu, avant d'être éliminés par l'armée de l'air. Le choix des négociations a pour objectif de mettre fin aux hostilités et à l'occupation israélienne dans des régions du sud du Liban, et de déployer l'armée libanaise jusqu'aux frontières internationalement reconnues avec Israël, a affirmé Joseph Aoun. L'ancien ambassadeur du Liban à Washington, Simon Karam, présidera la délégation libanaise dans les négociations bilatérales, qui seront distinctes des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, a-t-il poursuivi, sans préciser quand les discussions auraient lieu. Sujet suivant. On vous explique pourquoi le gouvernement réunit un comité d'alerte des finances publiques mardi à Bercy, France Info. On vous explique pourquoi le gouvernement réunit un comité d'alerte des finances publiques mardi à Bercy alors que la guerre au Moyen-Orient a contraint le gouvernement à revoir ses prévisions de croissance et à prendre des mesures pour soutenir l'économie. Bercy réaffirme à la veille de la réunion que toute nouvelle dépense devra être compensée. Publié le 20-04-2026 19h03 mis à jour le 20-04-2026 19h04 temps de lecture. 7 minutes. Le ministre de l'économie Roland Lescure accompagné de son collègue des comptes publics David Amiel, sur le perron de l'Élysée, le 25 février 2026. Ludovic Marin AFP. Les répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie française seront au cœur d'un rendez-vous crucial mardi 21 avril. Le gouvernement doit réunir dans la matinée un nouveau comité d'alerte des finances publiques. Cette instance a vu le jour en 2025, après plusieurs années d'absence de maîtrise du déficit public, et alors que la France fait l'objet depuis juillet 2024 d'une procédure européenne pour déficit excessif. Il est prévu qu'elle se rassemble 3 fois par an et se réunisse à Bercy, autour des ministres concernés, des parlementaires, mais aussi des syndicats ou encore des représentants de la sécurité sociale. La liste complète des participants invités mardi n'a cependant pas été communiquée par Bercy. La réunion de mardi doit permettre d'éclairer les décisions à prendre, s'il y a d'éventuelles mesures de gestion qu'il faudrait mettre en place en cours d'année, a expliqué Bercy. Mais ce comité pourrait bien être l'occasion de décider d'économies à réaliser dès à présent. Les Échos ont affirmé samedi 18 avril qu'il fallait s'attendre à l'annonce d'un coup de rabot d'environ 4 milliards d'euros pour tenir les objectifs de déficit. Et Le Monde a avancé, lundi 20 avril, un montant plus important encore de 6 milliards d'euros de gel de dépenses. Contacté par France Info, le cabinet de David Amiel, ministre des Comptes publics, n'a ni confirmé ni infirmé ces chiffrages. L'année 2025 s'était pourtant terminée sur une note positive, les prévisions anticipaient un déficit public à 5,4, mais il s'est réduit plus vite que prévu en s'établissant à 5,1, d'après les données de l'INSEE. L'irruption de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par Israël et les États-Unis en Iran le 28 février, qui perturbe le secteur de l'énergie et l'économie tout entière, a changé la donne. La semaine passée, le ministère de l'économie a été contraint d'abaisser sa prévision de croissance à 0,9 pour l'année 2026, contre 1 auparavant. Le tout en maintenant sa trajectoire budgétaire de déficit public à 5. Fin mars, la Banque de France avait déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027, en raison de la flambée des prix de l'énergie et de la détérioration du contexte géopolitique. Le gouvernement a aussi relevé sa prévision d'inflation à 1,9 pour 2026, contre 1,3 auparavant. Nous le disons depuis le début de la guerre, celle-ci aura un impact sur l'économie, comme c'est le cas pour chaque crise, martelait le ministre des Comptes publics la semaine passée. L'impact de la guerre se fait sentir sur l'activité et donc sur les autres recettes fiscales, mais aussi à travers les surcoûts liés à l'engagement des forces armées, expliquait David Amiel devant le Sénat. Selon une communication de Bercy datée de début avril, la prévision chiffrée des répercussions de cette crise sur les finances publiques devrait être dévoilée à l'occasion de ce comité attendu de pied ferme par les parlementaires.
D'après les chiffres du ministère, l'impact de la crise sur la charge de la dette représente 300 millions d'euros par mois. Soit 3,6 milliards d'euros pour 2026. Les taux des obligations à 10 ans ont nettement augmenté depuis le début de la crise, explique ainsi Bercy. En d'autres termes, les intérêts que l'État doit verser à ses créanciers sont alourdis en raison de la guerre, et cela se combine avec une inflation revue à la hausse. Le comité d'alerte nous permettra de faire toute la transparence sur les remontées dont nous disposerons à ce stade. David Amiel, ministre des Comptes publics devant le Sénat, le 8 avril. À cela s'ajoute de manière plus marginale le coût des mesures de soutien aux différents acteurs économiques touchés de plein fouet, qui s'élève à 130 millions d'euros en avril, selon les calculs de Bercy. Le gouvernement a notamment consenti à des aides ciblées pour les transporteurs, les agriculteurs et les pêcheurs. Il a aussi décidé d'une salve de mesures pour le mois de mai, dont la mise en circulation de chèques énergie pour 70 000 foyers supplémentaires. Or, toute nouvelle dépense devra être compensée, insiste l'entourage du ministre auprès de France Info. Toute dépense publique nouvelle qui pourrait être rendue nécessaire par la crise peut entraîner une annulation d'une dépense qui était prévue, à l'euro près, avait déjà mis en garde David Amiel fin mars. Parmi l'arsenal de moyens réglementaires à sa disposition, le gouvernement a la possibilité d'annuler des crédits initialement prévus dans la loi de finances de 2026, au lieu d'utiliser la procédure plus complexe de la loi de finances rectificative. Cette approche est possible tant que le montant des crédits annulés ne dépasse pas 1,5 du total. C'est ce qui s'est passé en 2025. Dès le mois d'avril, le gouvernement avait acté par décret des annulations de crédits à hauteur de 3,1 milliards pour différents domaines: écologie, recherche, agriculture. Concernant les secteurs qui pourraient être concernés par les prochains coups de rabot, le ministre de l'économie Roland Lescure botte en touche dans Le Parisien: il est encore trop tôt pour rentrer dans le détail. Il nous faudra composer avec certaines priorités, comme la souveraineté militaire, évidemment, mais également énergétique et numérique, notre capacité à développer des entreprises industrielles qui nous permettent de créer de l'emploi, ou l'éducation. L'éventualité d'une nouvelle baisse des dépenses fait déjà grincer des dents. Depuis 2 ans, on annonce des annulations de crédits considérables quelques mois après le vote du budget, sans passer par la case loi de finances rectificative, déplore ainsi auprès de France Info le député insoumis Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée, qui sera présent lors du comité d'alerte mardi matin. Sujet suivant. En pleine crise chez Grasset, le monde de l'édition doit-il se mettre à la page en créant une clause de conscience? France Info. La reprise en main de la célèbre maison d'édition par le milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré a ouvert un débat sur la pertinence de protéger les auteurs en incluant une clause de conscience dans leur contrat. Le monde de l'édition française est plongé dans une crise profonde depuis le départ du PDG de Grasset. Le milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré, qui contrôle Hachette, la maison mère de la célèbre maison d'édition, a reconnu dans une tribune publiée par le journal du dimanche, hebdomadaire dont il est propriétaire, qu'un différend avec Olivier Nora était à l'origine de ce limogeage. L'éditeur, qui s'était porté garant de l'indépendance de Grasset après le rachat d'Hachette par l'homme d'affaires en 2023, a donc été remplacé par Jean-Christophe Thierry, un homme de confiance de Vincent Bolloré. L'affaire a poussé quelques 170 auteurs à annoncer qu'ils quittaient la maison d'édition. Plus de 300 personnalités du monde de l'édition, dont Leila Slimani, Virginie Despentes et Emmanuel Carrère, ont également appelé, dimanche 19 avril, dans la tribune dimanche, à la création d'une clause de conscience dans le milieu du livre. Les signataires espèrent ainsi de rétablir un équilibre élémentaire entre la liberté d'entreprendre et la liberté de ne pas servir ceux que l'on réprouve. Plusieurs responsables politiques, notamment à gauche, se sont émus de la situation, soutenant la création d'une clause de conscience. Sur X, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a ainsi estimé que personne ne doit être contraint de rester attaché à une entreprise dont on désapprouve en conscience le changement d'orientation politico-culturelle. Le principe d'une clause de conscience existe déjà dans la presse. Cette disposition est garantie aux journalistes par le Code du travail. Il leur permet de toucher des indemnités de licenciement s'ils décident de quitter leur média en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation de celui-ci et si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Lorsqu'un journaliste décide de recourir à sa clause de conscience, aucun préavis n'est nécessaire, la rupture du contrat de travail est alors immédiate et imputée à l'employeur.
Elle entraîne le versement d'indemnités identiques à celles prévues pour un licenciement. Ce concept a volontairement été défini de manière assez large par le législateur, pour donner de la marge de manœuvre au juge en fonction des situations, note Cyril Catoire, avocat spécialiste en droit du travail. Cette mesure, très protectrice, n'existe pas pour les autres professions. Au XXe siècle, le législateur a voulu protéger l'indépendance des journalistes et la liberté de la presse en faisant en sorte qu'ils puissent rompre leur contrat de travail facilement, tout en bénéficiant du chômage, pour ne pas qu'on puisse faire pression sur eux. Cyril Catoire, avocat à France Info. À l'inverse, dans le milieu de l'édition, sauf disposition spécifique dans le contrat, un auteur ne peut pas claquer la porte du jour au lendemain et dire « Je quitte ma maison d'édition, je reprends mes droits et je me fais publier ailleurs », relève la juriste Elvire Beauchaton, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, sur France Info. Normalement, le contrat énumère une liste spécifique de cas de rupture du contrat d'édition. Et souvent, c'est plutôt l'éditeur qui peut rompre que l'auteur. Il n'y a pas de case rupture du contrat si on n'est plus d'accord avec la direction de la maison d'édition. Elvire Beauchaton, juriste en droit de la propriété intellectuelle sur France Info. Autant que court la cession de droit avec la maison d'édition, c'est cette dernière qui fait réimprimer et distribuer le livre. L'auteur ou l'autrice n'a pas la main dessus, pointe aussi Elvire Beauchaton. Et si un auteur souhaite exercer son droit moral, garanti par le Code de la propriété intellectuelle, en interdisant à son éditeur de publier l'œuvre pour laquelle il avait déjà signé un contrat au motif qu'elle a par exemple subi trop de modifications, alors, il devra verser une indemnisation à son éditeur, rappelle aussi la juriste. Des écrivains envisagent néanmoins d'engager une procédure pour récupérer leurs droits sur les livres qu'ils ont publiés chez Grasset, ce que souhaitent aussi faire plusieurs dizaines d'auteurs, notamment des historiens, ayant publié chez Fayard, autre maison d'édition passée sous contrôle de Vincent Bolloré. Le droit de la propriété intellectuelle évolue beaucoup, il faudrait voir ce que retiendrait le juge, lance Elvire Beauchaton, qui estime néanmoins peu probable que les tribunaux prennent le parti des auteurs, compte tenu de la législation actuelle. Pour permettre aux auteurs de mieux se défendre en justice, la sénatrice socialiste Sylvie Robert a annoncé jeudi à l'AFP son intention de porter une loi d'urgence, discutée avec toutes les parties prenantes, pour protéger les auteurs et leur reconnaître une clause de conscience. Cette clause pourrait être activée en cas de changement radical dans la ligne éditoriale et ouvrirait la voie à certains droits ou indemnités, selon l'élu d'Ille-et-Vilaine, autrice de plusieurs travaux sur la filière du livre. La transposition du milieu des médias à celui de l'édition semble néanmoins peu logique pour l'avocat Cyril Catoire. Les auteurs ne sont pas des salariés, ils signent des contrats avec des maisons d'édition, mais il n'y a pas de lien de subordination comme entre un journaliste et son média. Les auteurs n'ont pas non plus le même rôle que des journalistes, estime-t-il, peu convaincu. On peut imaginer légiférer sur une clause de conscience et des auteurs, mais il s'agirait d'une notion distincte de celle des journalistes, car ce sont deux situations très différentes. Cyril Catoire, avocat à France Info. Le souhait de protéger davantage les auteurs est également porté par le député macroniste Jérémy Patrielletus, président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, qui a notamment auditionné Vincent Bolloré. L'élu du parti Horizon a déclaré à l'AFP qu'il travaillait sur une loi qui permettrait l'insertion obligatoire et automatique dans les contrats d'édition d'une clause dite intuitu personae, ouvrant la voie à des ruptures de contrat des auteurs en cas de départ de leur éditeur. Ce concept juridique désigne un contrat conclu en tenant compte de la personnalité des co-contractants, détaille Elvire Beauchaton. S'il change, alors le contrat devient nul. Aujourd'hui, cette clause existe dans les contrats d'édition, assure la juriste, mais elle lie l'auteur à la personne morale de l'éditeur, c'est-à-dire l'entreprise, et non la personne du directeur général. Sujet suivant. NBA. Victor Wembanyama élu défenseur de l'année, à l'unanimité, une première dans l'histoire, deuxième Français sacré de l'histoire après Rudy Gobert, France Info. NBA. Victor Wembanyama élu défenseur de l'année à l'unanimité, une première dans l'histoire, deuxième Français sacré de l'histoire après Rudy Gobert. L'intérieur des San Antonio Spurs a été élu pour la première fois par un panel de 100 journalistes, lundi. Publié le 21/04/2026 minuit 23 temps de lecture, 2 minutes. Victor Wembanyama avec les Spurs face aux Golden State Warriors, le 4 avril 2026. Ezra Shaw. Getty Images North America. Quelques heures après ses débuts tonitruants en play-off avec San Antonio, succès 111-98 contre Portland, 35 points, 5 rebonds et 2 contre, Victor Wembanyama a été élu défenseur de l'année en NBA, lundi 20 avril. Une décision à l'unanimité des votants, un panel de 100 journalistes et commentateurs issus de médias locaux, nationaux et internationaux est sélectionné par la Ligue.
Comme le rappelle le site spécialisé Trash Talk, le trophée du Defensive Player of the Year existe depuis 1982 à 83, mais jamais aucun joueur ne l'avait emporté avec l'intégralité des suffrages du panel, même si les scrutins n'ont pas toujours été publiés de la même manière. L'intérieur des Spurs devance ainsi les deux autres finalistes, à savoir Chet Holmgren Oklahoma City Thunder et Ozar Thompson Detroit Pistons, et succède à l'ailier fort Evan Mobley Cleveland Cavaliers, récipiendaire l'an passé. Surtout, le Français prend la relève d'un autre joueur tricolore multi-récompensé, Rudy Gobert, titré entre 2017 et 2024 à 4 reprises, un record que le pivot des Minnesota Timberwolves partage avec les anciens Ben Wallace et Dikembe Mutombo. Par sa dissuasion, ses contres, son jeu spectaculaire, il s'est clairement mis en position d'aller chercher son premier trophée de meilleur défenseur. Il va le gagner car il le mérite, anticipait la veille dans les colonnes du Parisien son aîné Rudy Gobert, beau joueur. Déjà élu rookie de l'année à l'unanimité il y a 2 ans au terme de sa première saison en NBA, ce premier trophée de défenseur de l'année en appelle peut-être un autre, encore plus prestigieux, pour le prodige de 22 ans, celui de MVP et Most Valuable Player, soit meilleur joueur de la saison, qui sera annoncé pendant les playoffs. Wemby fait partie des 3 finalistes avec le vainqueur de l'an passé, chez Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder, et Nikola Jokic Denver Nuggets. Sujet suivant. Tim Cook va quitter la direction d'Apple début septembre, remplacé par John Ternu, France Info. Tim Cook va quitter la direction d'Apple début septembre, remplacé par John Ternu. Ce cadre du groupe était jusqu'ici responsable des produits physiques, de l'iPhone au Mac. Publié le 20-04-2026 23h08 ans de lecture, 1 minute. Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'exprime lors d'un événement sur le campus de la firme à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2025. NIC Kouri AFP. Il est à la tête de l'entreprise depuis 15 ans. Le patron d'Apple Tim Cook va quitter la direction générale début septembre pour être remplacé par un cadre du groupe, John Ternu, jusqu'ici responsable des produits physiques, de l'iPhone au Mac, selon un communiqué publié lundi 20 avril. Même si John Ternu était considéré comme favori pour succéder à Tim Cook, qui va devenir président exécutif du conseil d'administration, cette passation n'était pas attendue si rapidement. Être PDG d'Apple et avoir eu la confiance de diriger une entreprise aussi extraordinaire a été le plus grand privilège de ma vie, a déclaré Tim Cook, selon le communiqué de la firme. Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité, a de son côté dit John Ternu. Ayant passé la quasi-totalité de ma carrière chez Apple, j'ai eu la chance de travailler sous la direction de Steve Jobs et d'avoir Tim Cook comme mentor.